Bon, ça c'est la question de la réception. Peut-être qu'on va parler tout à l'heure de ça parce que ça va un peu couper. Et alors, pourquoi on ne voulait pas que la niche devienne une sorte de mini-studio de cinéma où on projette un film? Et nous avons d'emblée écarté l'idée d'un film sur un rituel qui aurait été forcément mis à distance par l'habitude universelle de l'écran central. Nous n'avons pas conçu l'espace confiné, exigu de la niche du devin pour y mettre un écran central, cette variante qui est une variante moderne du cadre conventionnel du tableau ou de la vitrine que l'on regarde du dehors. Ça crée tout de suite un dedans et un dehors qu'on voulait, comme je l'ai dit tout à l'heure, éviter. Alors c'est un des vidéastes de l'équipe, Martin Gautron, que nous devons l'ingénieuse réinvention d'un dispositif à écran multiple qui a été jadis utilisé par les cirques et qui consistait à monter sur un axe 11 petits miroirs, tout ça étant localisé dans le plafond de notre espace, le plafond de la niche, et qui permettent de créer sur les murs, à même la finition de la boîte, sur les murs, qui sont de couleur ocre, de créer autant de petits aires de projection, disons écrans, qui sont souvent flous et de tailles différentes. C'était notre façon de casser, de casser l'idée de l'écran de cinéma, parce qu'il fallait bien des images, mais sans que ça mette le visiteur à l'extérieur. Et j'ajoute que l'intérêt de ce type de dispositif, c'est de permettre une projection discontinue, et à la fois discontinue, et les petits écrans en question, ils ont souvent les contours flous, c'est-à-dire autant de procédés qui permettent d'éviter l'idée du film. On a eu beaucoup de discussions là-dessus. Le technicien principal qui dit mais vous faites le film et puis vous projetez dans la niche, pas de problème, alors que c'était exactement le contraire que nous avons voulu faire. Et donc on a passé beaucoup de temps pour chasser le fantôme de la salle de cinéma, du home cinéma ou autre télévision. Certaines de ces petites zones d'image dont je parle ont été utilisées pour faire comprendre la technique du devin. Elles ont des fonctions différentes. D'autres, situées au-dessus du seuil de la niche, ont été utilisées pour rappeler aux visiteurs qu'il était dedans. Par exemple, à un certain moment, un icône divinatoire, alors il faut voir tout ça, nous présentons les icônes du devin au moyen d'une astuce qui consiste visuellement à les rassembler dans un carapace de tortue. Et puis, au début, on les nomme
un à un avec juste un mot ce que ça signifie, maison, travail, etc. Et puis ils sont rassemblés dans le carapace des tortues, que le devin, la devinesse surtout, de l'installation, de cette présentation, jette en l'air et les objets se répandent sur toute la surface de la niche, pas seulement au sol, mais sur le mur, etc. Et bon, sur un des écrans, une de ces zones, on a décidé de le situer juste à côté du seuil pour rappeler aux visiteurs, au moment où ça tombe sur le seuil, qu'il est au-dedans, qu'il est dans la niche et pas dehors. Et donc, il y a différentes fonctions de ces petits écrans. Plusieurs servent à aider le visiteur à se sentir au-dedans. La bande image-son actuellement utilisée comporte aussi des blancs visuels et auditifs, des moments de silence, de manière à exploiter la différence entre les effets intériorisants du son et extériorisants de l'image. Mais bon, passons. La seconde partie du programme est entièrement dédiée à l'écoute et à la transmission des émotions conjointes du consultant et du devin. Et comment ça se passe? Il n'y a pratiquement plus d'images, mais juste la silhouette sombre d'un devin qui se trouve être celui d'Oumar, justement. Pratiquement plus d'images et le devin qui est situé de face, le visiteur est en face du devin comme ça, assis, comme si le visiteur était assis à la place des statuettes du devin, qui sont à côté de cette silhouette. Et toute cette seconde partie est un montage des films montage des bandes que j'ai tournées à propos de l'attaque magique d'Oumar, juste après. Aucun son et matériel qui est présenté dans cette installation ne provient d'ailleurs que de mes données, de ce que j'ai pris moi-même. Et alors, là, dans cette partie, j'ai pris les séquences de oui-non, avec le bruit, les claques sur les cuisses et les réponses verbales du devin, et j'ai repris toute la séquence de l'identification des agresseurs d'Oumar. Et alors, l'aspect spécial sur lequel nous avons beaucoup travaillé, c'est que on a cherché à suivre avec le rythme d'apparition des sous-titres qui identifient ce que dit le devin, la voix du devin étant très audible. Et nous avons essayé de suivre toutes les modulations de sa voix, là où, par exemple, il dit, il arrive au moment où il cherche à parler du fétiche du magicien sur lequel il fait ses sacrifices, tout ça. Et du projectile magique qui a été envoyé dans le corps d'Oumar. Je dirais que l'avantage majeur de ce dispositif, je parle du dispositif à écran multiple,
a été d'épauler le son spatialisé dans notre effort pour transformer la niche en analogue de l'espace rituel de la divination Sénoufo. C'est-à-dire d'introduire le corps même du visiteur dans cet espace habité par la statue génie du devin et les acteurs humains du rituel. Bref, d'aider le visiteur à se sentir dedans. Bon, mais passons. La seconde partie du programme est entièrement dédiée à l'écoute et à la transmission des émotions conjointes du consultant et du devin. Il n'y a pratiquement plus d'images, mais juste la silhouette sombre du devin d'Oumar. Oui, c'est bien lui. Et le devin donc, qui a identifié jadis devant ma caméra les auteurs de l'attaque magique de mon jeune camarade initiatique et ami Oumar. Autant dire que je connaissais plutôt bien ce cas. Donc j'ai passé énormément de temps à faire le montage des séquences où le devin dit oui ou non en tapant sur sa cuisse ou pas, et puis où il dit, et c'est très important pour l'installation, il le dit verbalement aussi. Et alors notre idée qu'on a réalisée était que le sous-titrage qui explique de quel objet il s'agit, est-ce un oncle, est-ce qu'il s'agit d'un homme, d'une femme, d'un poulet, de ceci ou de cela, d'un empoisonnement, d'un fétiche. Chaque fois, on ne présente pas l'image de ces choses-là qui sont citées, mais juste le son. Et les sons traduits par un sous-titrage que nous avons mis énormément de temps à synchroniser avec la présentation des images de manière telle que l'ensemble forme un rythme que le visiteur, et c'est là qu'on revient, visiteur dedans, visiteur dehors, le visiteur qui entend ça, en principe, je ne sais pas si ça se passe comme ça avec les visiteurs réels actuels du musée, c'est très populaire cette niche, doit ressentir dans son corps même le rythme des claques du devin et de manière générale la sonorité de l'ensemble. Et là, on présente donc d'un bout à l'autre l'identification des agresseurs d'Oumar, qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, il se trouve malheureusement que ce sont mes tuteurs et des gens qui me sont proches. Et je connais bien l'arrière-fond de toute cette histoire, d'autant que, comme je l'ai dit, je crois tout à l'heure, Oumar m'a entraîné un jour dans la brousse à côté de notre village. Il a fini par révéler ce qu'il pense de qui sont les agresseurs, et vu que le devin ne dit une femme, un homme, est-ce qu'il est venu, enfin, jamais, les personnes ne sont jamais nommées. Et alors, un point que je voulais encore souligner, c'est que nous avons cherché à restituer l'aspect vivant de tout ça, c'est-à-dire qu'un devin, ce n'est pas quelqu'un qui dit la vérité, un devin tâtonne. Et c'est sa voix qui exprime tout ce qu'il pense du cas en question. Et il y a un moment où il cherche la cause de l'état d'Oumar que nous avons transporté juste avant cette séance, juste après. Bon, d'abord
on l'a soigné au bois sacré. Ensuite, on l'a amené au dispensaire. Et du dispensaire, on l'a amené chez le magicien. Et ensuite, chez le devin. Et donc, il était quand même dans un état bizarre. Et à un moment donné, le devin, il dit, dans la séquence qu'on a reprise au musée, il dit exactement « Yahweh », comme ça, sur ce ton-là, une espèce de modulation de la voix qui permet à n'importe qui de sentir qu'il s'agit d'une question que le devin pose comme ça, en plein doute, qui n'est absolument pas sûr qu'il veut dire cela. Je ne dis pas qu'il s'agit de la chose réellement, mais que lui, il pense que c'est cela. Yahweh signifie littéralement une petite chose. Alors il dit, si je traduis en français, une petite, il tire sur une des voyelles pour exprimer cela. Et alors, dans cette seconde partie, nous essayons de suivre ces moments de doute, d'expression d'émotion, jusqu'au bout de la séquence d'identification et de prescription du sacrifice du magicien. Alors, et mes petits camarades techniciens du musée, parce qu'on était une équipe de 5 personnes, ils m'ont assez embêté quelquefois, parce que ce sont des jeunes vidéastes qui aiment bien quelquefois des images de caractère enfin un peu publicitaire, surprenantes. Et ils ont insisté pour qu'à la fin de cela, il fallait mettre un coq rouge, un vidéocoq, je dirais, qui arrive dans l'espace, comme ça, la technique permet ça, qui arrive à l'intérieur et dont on coupe la gorge sur une jarre de fétiche pour signifier qu'est-ce que le devin comment ça se termine cette histoire, qu'est-ce que le devin a prescrit. Et alors bon, ça donne, comme au début de la présentation, quelques images douteuses au point de vue du goût déjà. Parce que notre vidéocoq arrive comme ça, et puis ils ont repris, vidéastes ont repris le son de la bande que j'ai réalisée là, avec Oumar, et ils ont mis dans le musée le cri du coq au moment où on lui coupe la gorge réellement. Hein. Et bon, moi j'ai trouvé ça un peu douteux, mais enfin bon, il fallait bien que je m'adapte. Voilà. Peut-être un mot de la réception. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur la réception? Tout ce que je sais, c'est que chaque fois j'y vais, parce que je passe quelquefois pour vérifier, surtout si le dispositif de projection marche. Parce que quelquefois il y a du décalage entre les images et les sons. Ça se dérègle. Et quelquefois, c'est moi qui signale technicien de musée de jeter un œil là-dessus et rétablir. Mais bon, ces temps-ci, ça a l'air de marcher. Alors, chaque fois, je constate qu'il y a beaucoup de monde. La niche est rarement vide. Les gens s'assoient généralement à 2, comme ça, sur le petit banc. De toute façon, au maximum 3, s'ils se serrent. Et ça a l'air d'être assez populaire. Cela dit, je n'ai pas fait d'enquête suivie sur la réception, mis à part que c'est populaire comme ça. Les enfants adorent ça, déjà. Ce qui est un bon signe pour moi, en tout cas. Et
Et ce que je sais, c'est que dans tout le musée, nous avons lutté aussi pour ça, parce que ce genre d'installation n'est pas courant dans le musée. Il y a pas mal d'installations multimédia et visuelles, vous connaissez, mais comparable à celui-là, il n'y en a pas tellement. Alors, vraiment, je serais curieux de voir comment les Nafara réagissent à ça, mais l'occasion ne s'est pas encore présentée avec les gens du pays. Dès qu'il y en a un qui arrive à Paris, je vais l'amener pour un Nafara, c'est évident. Tous le devin, on le consulte dans le pays, on le consulte quotidiennement. Donc tous les Sénoufos connaissent cette technique particulière. Ils ont beaucoup de techniques de divination, mais celle-là, elle est la plus commune. Alors donc la réception, je ne peux pas en dire beaucoup. Voilà. Autre question? Je sais pas, sur les autres techniques de divination, sont très différentes de celles-ci. Oui, ça n'a pas beaucoup d'intérêt en parler. Il y en a beaucoup qui sont courants en Afrique occidentale. Les tapeurs de cuisses, comme on les appelle dans toute la zone, sont situés essentiellement Burkina Faso, nord de la Côte d'Ivoire, mais pas au sud. Et ils sont par exemple très reconnaissables chez les lobbies. Mais bon, oui, c'est répandu dans le nord. Autrement, bon, c'est une technique assez compliquée par rapport au jet du Cori ou d'autres techniques, lecture, bon, pas par rapport à la géomancie qui est vraiment une science. Je suppose que Adler en a parlé, mais bon.